Pourquoi la France conquit l'Algérie? Prestige, religion et commerce sont les principaux motifs qui amènent la France à se lancer dans la conquête de cette terre sous domination ottomane. L'histoire a retenu que la France fit son entrée en Algérie au son de la Marche de Moïse, de Rossini. Hommage peut-être à la traversée d'une mer qui n'était pas morte par un peuple qui s'était senti élu. Nous sommes le 5 juillet 1830, la nouvelle de la prise d'Alger, véhiculée par bateau à vapeur jusqu'à Marseille, arrivera à Paris le 9. On ignore, bien sûr, qu'on est là pour plus de 130 ans. Tout a commencé si facilement. Les troupes françaises, 40 000 hommes, ont débarqué tranquillement à la mi-juin dans la presqu'île de Sidi Ferruch, Sidi Fredj, zone non fortifiée située à 20 km à l'ouest d'Alger. Un lieu repéré en 1808 par le commandant Boutin, envoyé en reconnaissance par Napoléon, qui envisageait déjà une intervention après la saisie par le Dey d'Alger des quelques comptoirs que la France avait sur la côte algérienne depuis la fin du XVIIe siècle. Par 2 fois, l'Europe avait tenté de conquérir le grand port d'Alger, en 1541 au cours d'une expédition menée par Charles Quint et, en 1775, lors d'une campagne à nouveau dirigée par les Espagnols. Chaque fois, elle s'était heurtée aux nombreuses batteries qui entouraient la ville. Les Français, plus prudents, ont mis pied à terre à distance afin d'engager une bataille rangée qui ne peut que tourner à leur avantage. Face à eux, les troupes du Dey Hussein, nombreuses 50 000 hommes, sont mal organisées, mal commandées. Elles laissent l'ennemi prendre pied sans intervenir. Seule une milice turque de 7 000 soldats, en 1830, la régence d'Alger est une province lointaine de l'Empire ottoman, ressemble à une armée. Après une confrontation brève et inégale, les Français accèdent aux hauteurs d'Alger, qu'ils canonnent à leur guise jusqu'à reddition. L'expédition n'a pas fait plus de 1000 morts, ses frais seront couverts par la prise du trésor de la Casbah, constitué des taxes levées sur les courses des pirates barbaresques. Le 5 juillet, une convention est signée entre le comte de Bourmont, qui a dirigé les opérations, et le Dey. Ce dernier doit rendre tous les forts en sa possession et passe sous la protection de la France. Mais que vient faire la France dans la régence d'Alger? Après les bombardements de la ville décidés par Louis XIV en 1682, les 2 parties étaient liées par un traité conclu en 1689 qui autorisait les Français à commercer dans des comptoirs côtiers relevant de la Compagnie royale d'Afrique. À la fin de l'Empire, en 1815, Paris, mais surtout les armateurs et les négociants marseillais, principaux bénéficiaires, est désireux de récupérer ses concessions. Par ailleurs, l'Europe, qui a renoué avec la paix après la chute de Napoléon, supporte très mal la persistance des courses des pirates qui s'emparent de leurs navires en Méditerranée. En 1816, une première expédition vient châtier les Algérois en bombardant la ville. Elle est anglo-hollandaise. La France, toujours mise au ban au lendemain du congrès de Vienne, en est absente. Mais, l'année suivante, elle bénéficie des répercussions de ce bombardement et récupère ses concessions. La régence d'Alger persiste dans son attitude. En 1819, une deuxième expédition vient la menacer. Cette fois-ci, elle est franco-britannique. Un autre incident vient envenimer ces rapports déjà tendus. En 1798, alors que le directoire menace de faire banqueroute, la régence d'Alger a alimenté les ports du sud de la France en blé, ainsi que l'expédition de Bonaparte en Égypte. Le blé, procuré par les marchands algérois Bakri et Busnach, n'a pas été payé, inélégant. Quand il l'est enfin dans les années 1820, le Dey réclame sa part. En 1827, un entretien avec le consul français, Pierre d'Herval, avec qui les relations sont exécrables, dégénère. Le Dey perd ses nerfs et donne au diplomate un coup d'éventail, insultant. Une offense qui demande réparation. On met en place un blocus devant le port, mais à l'époque, la marine française est à pied d'œuvre en Grèce, qui lutte pour son indépendance. Le ministre de la guerre, le duc Aimé de Clermont-Tonnerre, rédige un rapport sur l'incident à l'automne 1827. On y trouve déjà tous les motifs ultérieurs justifiant une intervention. Restaurer le prestige international de la France, venger la religion, punir les ennemis des chrétiens, rétablir l'humanité injuriée, encaisser sur le plan intérieur, avant des élections, les dividendes d'une action d'éclat.
Le projet est réveillé début 1830 sous le ministère Polignac ultra-légitimiste qui se croit bien inspiré de souffler sur les braises à l'international pour se faire valoir dans l'Hexagone. Il encourage le pacha d'Égypte, Méhémé Ali, protégé de la France, à s'emparer d'Alger. Le pacha décline poliment. Le 2 mars, dans son discours du trône, Charles X adopte un ton agressif à tous égards, qui débouchera en juillet sur la révolution des Trois Glorieuses. La décision d'intervenir vient d'être prise. Les puissances étrangères saluant ce geste chrétien, désapprouvé seulement dans le concert européen par la Grande-Bretagne gouvernée par Wellington. Après l'accession au trône de Louis-Philippe, fin juillet, la grande partie du corps expéditionnaire est rapatriée, mais des soldats restent sur place. En octobre, la décision de former une importante colonie de l'autre côté de la mer, sous la direction de commandants militaires, est confirmée. En 1834, Louis-Philippe nomme une commission d'Afrique qui conclut à l'intérêt de conserver ses possessions, créées officiellement dans le nord de l'Afrique et placées sous la charge d'un gouverneur. Ce sera pendant longtemps un militaire, général ou maréchal. Le régime devient colonial. Il faudra attendre 1839 pour que le terme Algérie soit officiellement employé dans les documents du gouvernement.